Bonjour. Mon intervention sur cette vidéo porte sur la présentation du colloque numérique que nous organisons du 8 au 10 avril 2020 et qui porte sur les problèmes et défis juridiques de la propagation de la pandémie liée au Covid-19 en Afrique. Ce colloque numérique est co-organisé par l'Académie de la paix et des droits de l'homme en Afrique centrale de l'Université catholique d'Afrique centrale et la Bibliothèque du développement et de la paix, Pointe-Noire, République du Congo. Alors, le colloque est une première rencontre virtuelle compte tenu du contexte de crise sanitaire, mais c'est également le début d'une aventure que nous espérons être fructueuse en matière de recherche sur les problématiques que soulève sur le plan juridique la pandémie actuelle du coronavirus. Les différents intervenants vont nous proposer leur point de vue, analyse critique, mais en introduction, nous voulons ici présenter les orientations générales de ce colloque. Alors, je rappelle que dans un éditorial publié dans le bulletin de l'OMS en 2002 par Aline Taylor et Douglas Betcher, ces deux experts affirment que les problèmes de santé au niveau national et sur le plan international seront inséparables au XXIe siècle. Nous sommes en 2002, donc il y a de cela 18 ans à peu près. Et l'on voit finalement, à partir de cette réflexion, on voit que les enjeux liés aux problèmes de santé appellent des réponses mondiales, globales, comme le démontre actuellement la crise internationale sur le coronavirus. Et dans le même ordre d'idées, la santé publique est considérée comme un bien public mondial qui concerne l'ensemble de l'humanité. Car face aux pandémies mondiales, aucun État, aucun peuple ne peut se retrancher derrière la souveraineté de l'État pour espérer échapper à la pandémie. L'exemple du Covid-19 nous le démontre suffisamment. Actuellement, et avec une certaine charge émotionnelle, la mondialisation des questions de santé publique se trouve dans tous les discours, tous les débats à la télévision, à la radio, dans les différentes enceintes, au sein des gouvernements, des organisations internationales. On débat de ces questions, avec naturellement des connotations très différentes et recouvrant des réalités qui ne sont pas réduites au seul domaine de la crise sanitaire internationale relative au Covid. Puisqu'en même temps, certains essaient de voir plus loin, puisque l'idée qui se met en place, c'est celle d'ailleurs de probablement la régularité de ce type de virus. Et il faut donc s'y préparer. Alors, si l'on écarte les thèses complotistes que véhiculent sur les réseaux sociaux
de nombreux activistes, l'observation principale que l'on peut faire est que la facilité séduisante que procure l'accélération de la circulation des personnes et des biens sur le plan mondial et celle de la diffusion des connaissances et des informations à travers les divers médias, ces deux dynamiques conjuguées créent finalement un nouvel espace qui entraîne peu à peu la formation d'un véritable système sanitaire mondial reposant sur une prise de conscience que certains phénomènes peuvent concerner l'humanité entière. C'est pourquoi les questions de santé publique prennent dans ce cadre et par le prisme des urgences pandémiques un relief particulier qui fait se développer une solidarité sanitaire mondiale, fût-elle précaire et émergente, mais l'on ne saurait contester cet élan de solidarité pour que l'ensemble de la communauté internationale agisse contre la pandémie du Covid-19. Plusieurs déclarations médiatiques et politiques prédisent l'apocalypse sanitaire en Afrique, avec le déferlement inquiétant de la pandémie du Covid-19. Certains opportunistes, animés de funestes et morbides desseins, s'empressent à prescrire des méthodes et des pratiques éloignées, très éloignées, des cadres juridiques existants, régulant la santé publique dans le monde et en Afrique en particulier. La propagation en cours de la pandémie du coronavirus relève non seulement des questions mondiales qui concernent tout le monde, mais plus spécifiquement en Afrique, cette propagation révèle l'étendue du délabrement des politiques publiques de santé en Afrique. Parallèlement, elle soulève de nombreuses et redoutables questions juridiques insoupçonnées, qu'elles soient théoriques ou pratiques, des questions qui contraignent le juriste à formuler de nouvelles approches méthodologiques, à produire de nouvelles connaissances juridiques sur la santé publique et à mettre en exergue des problématiques ardues de la responsabilité pour des éventuels contentieux susceptibles de naître dans ce contexte pandémique international. C'est pour dire que la question de la propagation des pandémies n'est pas une question exclusivement sanitaire ou médicale. C'est une problématique transversale où les juristes sont interpellés pour pouvoir amener les pouvoirs publics, les décideurs, à prendre les meilleures décisions. Je ne vais pas, par exemple, m'étendre sur les questions constitutionnelles, législatives, que soulèvent les stratégies de lutte contre le Covid-19, notamment les déclarations d'état d'urgence, les confinements, les autorisations de sortie,
les restrictions aux libertés individuelles, etc., etc. Ce sont des questions juridiques, certes qui sont aujourd'hui traitées en urgence, mais il n'en reste pas moins qu'il faut prendre ces exemples pour pouvoir demain formuler des politiques juridiques adéquates. Face aux dysfonctionnements constatés ici et là, c'est évident, compte tenu de l'impréparation des États, compte tenu des difficultés déjà à se rendre compte de la dangerosité réelle de cette pandémie, et au regard de cette forme d'insouciance des gouvernants, de cette incapacité anticipatrice des États et des divers acteurs internationaux, certaines personnes qui se disent victimes de cette pandémie et en cela mobilisées, appuyées par certaines associations, dénoncent l'inefficacité, voire l'inexistence des dispositifs de prévention et de protection mis en place contre la pandémie du Covid-19. De nombreuses personnes aujourd'hui entendent réclamer des réparations en recourant à la justice nationale ou internationale pour faire prévaloir leurs droits en tant que victimes directes ou indirectes de la pandémie du Covid-19. Les critiques véhémentes qui sont formulées contre l'inaction ou la mauvaise action de l'État mettent en exergue les violations des obligations juridiques nationales et internationales des États partout dans le monde en matière de santé publique et des droits de l'homme. D'autres personnes souhaitent aller plus loin en engageant des poursuites pénales au motif qu'elles sont victimes des omissions ou des actes délictuels ou criminels même, pour certains, qu'auraient commis les autorités politiques et ou sanitaires impliquant la contamination du Covid-19 et la prise en charge insuffisante ou inexistante à la suite de la maladie. Enfin, les plus extrémistes, je dirais les plus véhéments, évoquent même l'idée d'un crime contre l'humanité qui pourrait être soumis au jugement de la Cour pénale internationale. Dans ce contexte, il faut se demander si le droit pénal national et international et les poursuites qui en relèvent apportent des réponses adéquates ou pourraient apporter des réponses adéquates au comportement induisant un risque de contamination du Covid-19. Face à certains cas particulièrement médiatisés, on voit dans certains pays, et on le verra de façon manifeste en Afrique, des personnes malades à qui l'on serait incapable de proposer un traitement adéquat, ou des personnes en détresse respiratoire à qui, malheureusement, on ne pourrait proposer un respirateur. Donc, au vu de cette médiatisation, le public peut être amené à réclamer des réponses pénales parce que, jugeant intolérables les comportements des responsables politiques et sanitaires des pays concernés. Mais il n'existe, pour ainsi dire, pas de solution juridique simple, capable de répondre à un problème aussi complexe et évolutif que celui de la pandémie actuelle. Aussi faut-il résister, je crois, à la tentation de punir à tout prix et
de prendre le temps de réfléchir soigneusement, rigoureusement, au problème de la responsabilité juridique consécutive à la propagation du Covid-19. Pendant que les médecins sauvent des vies, travaillent jour et nuit, font ce qu'ils peuvent avec les moyens qui sont mis à leur disposition, il m'a semblé opportun et pertinent que les juristes interrogent le droit, que les juristes se posent des questions sur les problèmes et les défis de la propagation de ce virus, notamment en Afrique. Car depuis longtemps, le droit pénal assure la protection de l'être humain, de la personne humaine contre de nombreux actes portant atteinte à sa santé. Néanmoins, la place du droit pénal, qu'il soit national ou international, en matière de santé publique ne cesse de gagner du terrain, au point de voir émerger aujourd'hui ce que certains ont appelé un ordre public sanitaire pénalisé. En effet, l'actualité du Covid-19 montre que certaines victimes entendent utiliser plus facilement la voie pénale par rapport à la voie civile, ne serait-ce qu'en raison des avantages procéduraux que présente la voie pénale. Ainsi, alors qu'en matière de responsabilité civile, la charge de la preuve incombe au plaignant, c'est-à-dire celui qui réclame réparation, il faut prouver qu'il a été victime. De quoi? En revanche, en droit pénal, il revient au juge d'instruction de diligenter l'enquête. Par ailleurs, le coût de la procédure pénale est souvent présenté comme moins onéreux que celui de la procédure civile. Bien que d'ailleurs, en la matière, cette différence tend à s'atténuer avec la prise en charge des frais d'expertise qui, dans ce domaine, peuvent se révéler très très élevés. Mais l'avantage procédural à l'exercice de l'action pénale n'explique pas à lui seul le possible engouement des victimes pour cette voie demain. La pénalisation de la propagation, de la contamination du Covid-19 peut en effet découler de la multiplication des infractions en matière sanitaire, mais aussi dans les autres domaines. Parce que tout ne se passe pas à l'hôpital. Il y a des personnes qui contaminent les autres, qui ne respectent pas les instructions, par exemple le confinement, le couvre-feu, etc. L'aggravation des sanctions dans ce domaine peut s'avérer une arme redoutable. Et en même temps, il convient de rappeler que le droit à la santé n'implique pas le droit à être en bonne santé. Dans la mesure où la bonne santé est déterminée en partie par, certes, les soins de santé, mais également par les prédispositions génétiques, des facteurs sociaux sous-jacents, l'alimentation, le logement, le stress, le travail, bref, tout l'environnement qui concourt ou non à la vie saine. Et le domaine d'ailleurs de l'épidémiologie sociale a brillamment mis en exergue ces dernières années les corrélations entre les discriminations basées sur la classe et le genre, le déni d'éducation, les conditions de travail décentes,
aussi bien que d'autres facteurs qui contribuent directement à l'accroissement du taux de morbidité et de mortalité. L'analyse de ces déterminants sociaux de la santé en termes de privation de droits liés à la santé constitue donc un deuxième élément de la synergie entre santé et droits de l'homme. C'est-à-dire que lorsqu'il faudra engager des procédures, certaines personnes meurent, c'est vrai, parce que contaminées. Mais il y a également parfois des personnes qui meurent d'autres maladies. Ou parfois peut-être que le Covid-19 vient simplement donner le coup de grâce à une santé qui était totalement fragile. Une mauvaise alimentation, des problèmes cardiaques, des problèmes respiratoires, bref. Donc, il faudra, dans ce cas-là, montrer que la personne, que c'est le Covid-19 qui a joué, qui a entraîné la mort. Quid de toutes ces personnes qui sont mortes et simplement suspectées d'avoir été contaminées? Que faire dans ces cas? Quid des questions de personnes qui, une fois décédées, sont rapidement brûlées dans les fours crématoires? Voyez-vous, autant de sujets qui restent à traiter. Face à ces perspectives, l'enseignement et la recherche juridique seront mis et sont déjà mis au défi de promouvoir à la fois des compétences nouvelles et des expertises adéquates. Parce que au cours de ces différentes actions possibles, judiciaires ou non judiciaires, civiles ou pénales, l'on a besoin d'un éclairage juridique adéquat et pertinent. Ainsi, la sensibilisation aux divers cadres juridiques existants, la prise de conscience des enjeux juridiques, éthiques et voire même politiques deviennent alors les outils indispensables de toute formation juridique, quelle que soit son orientation disciplinaire. Ce sont les problématiques majeures de demain, d'aujourd'hui même déjà. C'est pourquoi, au cours de ce colloque numérique, nous entendons identifier, clarifier un certain nombre de principes pour orienter la réflexion juridique sur les problèmes et les défis juridiques relatifs au Covid-19 en Afrique, afin de contribuer, nous l'espérons, à l'élaboration des lois et politiques publiques y afférentes. Il s'agit également d'examiner les possibilités offertes par le droit international des droits de l'homme et le droit sanitaire, sans exclure d'autres branches du droit, comme solution de substitution au droit pénal, tout en déterminant opportunement si le recours à la répression pénale peut être justifié et pertinente. Et si oui, dans quelles conditions? En précisant notamment dans les diverses interventions qui vont suivre. On a besoin de savoir, on a besoin de préciser si une législation spécifique sur le Covid-19 est aujourd'hui nécessaire, comme cela a été avec le sida. A-t-on besoin
face aux carences, aux dysfonctionnements constatés aujourd'hui dans la mise en œuvre de la riposte sanitaire contre le Covid-19, a-t-on besoin d'une législation spécifique qui pourrait être utile pour réussir le défi de l'éradication de ce virus. Par ailleurs, nous avons besoin de savoir quel comportement induisant la propagation ou un risque de contamination du Covid-19 peuvent donner lieu à des sanctions. Quelles sanctions? Sanctions pénales, financières, etc. Enfin, nous avons besoin d'avoir des connaissances et de discuter sur le point de savoir à partir de quel degré de culpabilité ou pour quel acte des sanctions pénales peuvent être imposées. Voilà autant de pistes de réflexion et de recherche que le colloque numérique sur les problèmes et défis juridiques liés à la propagation du Covid-19 en Afrique entend être, je dirais, le point de départ, comme je l'ai dit, d'une aventure que j'espère fructueuse avec des publications, des travaux, peut-être même des thèses, pourquoi pas demain. Mais dans le colloque que nous allons avoir, le plus important, au cours de ces travaux, c'est d'avoir l'esprit d'ouverture, de ne pas s'agripper sur tel ou tel principe. Il s'agit de conduire à l'innovation, je veux dire, à la créativité, à trouver des solutions ambitieuses, susceptibles, demain, de nous donner une vraie armature juridique contre les pandémies. Voilà l'objectif général qui est recherché. Je vous remercie. Mes remerciements à tous ceux qui ont fait l'effort de s'inscrire à ce colloque et j'attends de vous des interventions de haute facture et surtout le sens de l'écoute lorsque les autres interviennent. Bon colloque à tous. Je vous remercie pour votre aimable attention.